Un très grand bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue. Bienvenue dans ce webinaire consacré à une offre justement donc de fonds indiciels de BNP Paribas Asset Management en compagnie de Jérémy Tubiana, responsable des ETF pour les plateformes digitales. Bonjour Jérémy. Bonsoir à tous, bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous, bonsoir à tous les participants. Alors c'est un webinaire qui se veut interactif, c'est-à-dire que vous devez éventuellement ne pas hésiter à poser vos questions, donc ou à formuler vos commentaires ou à émettre vos remarques. Donc on n'hésitera pas éventuellement à justement y répondre. Alors on est là pour notamment parler, alors je vais présenter d'un dossier. Sur la home page du site Easy Bourse, vous avez ici donc un dossier qui a été publié pour le coup hier et qui rend compte justement donc de ces fonds indiciels. Donc, dans un premier temps, peut-être un mot de pédagogie. Jérémy, peux-tu nous dire ce que sont ces fonds indiciels? Alors, en réalité, un fonds indiciel, il n'y a rien de très nouveau. Ce sont vous connaissiez sans doute les ETF, pour Exchange Traded Fund, qui sont des fonds cotés en bourse qu'on peut acheter et vendre toute la journée aux horaires d'ouverture de la bourse. Eh bien, il existe des fonds indiciels qui font exactement la même chose qu'un ETF, à la différence près, c'est qu'on ne peut pas les acheter et le vendre en continu aux horaires de la Bourse de Paris. Donc on peut les souscrire ou les racheter comme des fonds traditionnels, mais l'objectif de gestion, c'est exactement le même que celui d'un ETF. Donc je prends un exemple sur un indice CAC 40. On peut avoir des ETF CAC 40 que je vais pouvoir acheter et vendre aux horaires de cotation de la Bourse de Paris, mais on a aussi des fonds indiciels qui peuvent exister sur le CAC 40 et que je vais pouvoir acheter à la fin de la journée comme un fonds traditionnel. L'intérêt de ces fonds indiciels, c'est qu'ils vont vous permettre, c'est tout le sujet du dossier, ils vont vous permettre de souscrire de façon programmée sur votre PEA éventuellement ou sur votre compte titre tous les mois, puisque en fait un ETF n'est pas fractionnable, donc on ne peut pas investir 50 € tous les mois sur un ETF, on ne peut pas détenir 0,5%, c'est pas décimalisable, alors qu'un fonds, ça l'est. C'est pour ça que chez BNP Paribas Asset Management, nous avons lancé une large gamme de fonds indiciels qui vont vous permettre d'investir, pour ceux qui le souhaitent, tous les mois, des montants d'investissement correspondant à vos besoins. Alors, on a expliqué qu'est-ce que c'est qu'un versement programmé, donc à partir de 50 € chez nous. Peut-être éventuellement expliquer l'utilité d'un versement programmé. À quoi ça sert finalement? Alors, c'est un très bon point. C'est ce qu'on appelle couramment dans le jargon le DCA, pour le Dollar Cost Average. En fait, l'intérêt du versement programmé, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place éventuellement dans une assurance vie, mais la nouveauté sur EasyBourse, c'est de pouvoir la mettre en place à travers des solutions indicielles dans un compte titre ou PEA. La particularité des versements programmés, c'est de répondre à une interrogation que tout le monde a, quand est-ce qu'il faut acheter ou quand est-ce qu'il faut éventuellement vendre. Honnêtement, je n'ai pas la réponse et je suis désolé pour ceux qui éventuellement pensaient que j'allais pouvoir dire que c'est le bon moment d'acheter ou pas. Ce que l'on sait, c'est que dans une phase de préparation de constitution d'épargne, d'investissement sur le long terme, si on veut diversifier ses risques et diversifier ses points d'entrée, la bonne façon de le faire, c'est de le faire de façon régulière. Et aussi, le versement programmé permet d'investir des montants beaucoup plus accessibles. C'est un point aussi important. Souvent, on nous dit, question, est-ce que je dois investir 50, 100, 1000, 10 000, 100 000 euros? En fait, le versement programmé va vous permettre d'investir tous les mois des plus petites sommes d'argent éventuellement sur des marchés financiers. Et je vous parlais de diversifier les risques du point d'entrée. L'intérêt du versement programmé, c'est que éventuellement, si vous commencez à investir aujourd'hui et que les marchés baissent, eh bien, vous allez pouvoir en profiter parce que vous n'allez pas mettre tout votre investissement aujourd'hui et subir la baisse. Vous allez investir progressivement et profiter de points d'entrée plus bas. Et à l'inverse, si les marchés montent, eh bien, ça va vous permettre de profiter progressivement de la remontée
des marchés financiers et d'investir progressivement et d'acquérir des parts tout au long de votre durée d'investissement qui, je le rappelle, pardon, un investissement financier se considère, se voit globalement sur le long terme. On peut toujours évidemment investir sur le court terme, mais dans une phase de préparation à des projets futurs, c'est du long terme. Alors, ces notions étant définies, donc on est sur 15 fonds indiciels. Comment a été choisie cette liste, Jérémy? Elle n'a pas été choisie au hasard. Alors, tout à fait. Alors, la particularité de cette liste, déjà, c'est qu'elle répond à des critères qui sont forts pour EasyBourse et pour nous. Ils vont répondre à des critères ESG, donc, donc à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ensuite, on va avoir différentes approches, donc soit des ETF, d'une part actions, ou alors des ETF, des fonds indiciels obligataires. Et sur la partie actions, plus précisément, on va retrouver des indices géographiques, donc qui répliquent la performance d'indices à la hausse comme à la baisse, donc des indices MSCI avec une approche ESG, ou alors des indices plutôt thématiques. Donc ça aussi, c'est un point important, puisqu'on a de plus en plus de demandes pour investir selon ses convictions et pour pouvoir contribuer à un enjeu précis. Et sur les indices géographiques, on va avoir différentes approches ESG, parce qu'on va peut-être le voir un peu plus en détail tout à l'heure. Quand on parle d'ESG, c'est un sujet large et on peut investir en ESG en privilégiant la décarbonation, donc des enjeux qui vont chercher à réduire l'empreinte carbone de son investissement, ou alors avoir une approche ESG en excluant certains secteurs, certaines activités qui ne répondent pas, encore une fois, à vos potentiels critères de sélection de valeurs. Et donc la particularité de l'ETF, c'est qu'il va pouvoir, en une seule transaction, vous donner accès à des expositions monde, émergente, Europe, États-Unis, en intégrant une approche ESG. Alors, on a vu justement donc que côté géographie, en fait, l'ensemble des zones phares vont être couvertes. Donc, on va regarder ensemble de ce qu'il en est exactement. Et concernant les thématiques, ce sont des thématiques structurantes, donc des thématiques extrêmement porteuses en termes justement donc d'ESG et de dimension durable. Peut-être tout d'abord sur les zones géographiques. On rentrera ensuite en granularité avec deux focus. Un sur les États-Unis, donc c'est une des premières zones justement qui est couverte, et l'autre notamment sur le low carbone, en commentant un peu les fiches valeurs qui correspondent en fait à ces fonds. Donc tout d'abord concernant les zones géographiques, donc on a le monde, on a l'Europe, la zone euro, on a les États-Unis, le Japon, la Chine, l'Asie-Pacifique hors Japon et les émergents, notamment éventuellement l'Inde. Un mot là-dessus? Alors, oui. Alors, vous voyez, par exemple, sur l'exposition World, donc monde, l'indice qu'on va chercher à répliquer s'appelle S-Series PAB 5% CAP. Alors, le nom est un peu long, mais en réalité, la compréhension du produit est assez simple. Donc, d'une part, cet indice, via ce fonds indiciel, va vous permettre de vous exposer à un indice monde. Donc l'indice de départ va être l'indice MSCI World, que vous connaissez sans doute tous. Et à partir de cet indice MSCI World, on va appliquer des règles d'exclusion avec un objectif de ne conserver des sociétés qui ont le meilleur score ESG. D'accord? Donc, cette gamme d'ETF, cette gamme d'indices SRI PAB, va être très sélectif sur les valeurs qui vont constituer le portefeuille. Ensuite, vous voyez qu'il s'appelle PAB. Pourquoi PAB? PAB, ça veut dire Paris Align Benchmark. C'est pour permettre aux investisseurs qui souhaitent aligner leur investissement aux accords de Paris, et donc qui cherchent à décarboner leur investissement, d'avoir une solution à travers un investissement monde. Donc, grâce à via cet indice, je vais avoir une réduction des émissions de carbone par rapport
un indice MSCI World classique. Donc, pour résumer très rapidement, ce type d'indice World SRI PAB va être sélectif en ne sélectionnant que les meilleures sociétés d'un point de vue score ESG. Et ensuite, il va avoir pour objectif de réduire l'empreinte carbone par rapport à l'indice traditionnel avec un objectif d'être aligné aux accords de Paris. Ensuite, sur les autres expositions qu'on appelle MSCI, le nom de la zone ESG Filtered MINTE, là on est toujours sur une approche ESG. On a différentes expositions comme l'a évoqué Imen, Europe, USA, Japon, Chine, etc. Et là, l'objectif, c'est d'intégrer les exclusions nécessaires pour intégrer l'approche ESG, qu'on appelle aussi SFDR 8, donc qui va être beaucoup moins excluant. Et l'impact, c'est que on va avoir une tracking error, donc un écart de déviation des performances limité par rapport aux indices traditionnels. Donc, je prends l'exemple du MSCI USA. Mon indice de départ, ça va être le MSCI USA. Je vais intégrer les exclusions nécessaires pour que mon ETF, mon fonds indiciel, mon indice soit ESG, SFDR 8. Ainsi, j'aurai une sélection, un univers qui sera relativement large et donc qui aura une déviation des performances limitée par rapport aux indices traditionnels. Ce qui n'est pas le cas sur les approches SRI PAB, puisque comme on exclut plus de valeurs, la déviation peut être plus importante. Ça ne veut pas dire que c'est mieux ou c'est moins bien. Là, l'idée, c'est de vous dire, vous avez différentes approches. Soit vous êtes très excluant d'un point de vue ESG, et donc il vaudra mieux privilégier peut-être des approches SRI PAB. Soit vous avez une fibre ESG, mais vous voulez limiter les déviations de performance par rapport aux indices non ESG. Et dans ce cas-là, l'approche MINTE peut être plus pertinente par rapport à votre besoin. Alors, si on clique justement, par exemple, sur cette image des États-Unis, on tombe directement sur la fiche valeur du fonds indiciel. Et en fait, justement, donc il y a un certain nombre d'informations sur ces fonds indiciels, notamment sur leur dimension durable. Donc, on voit ici que ce fonds a 3 étoiles Morningstar dans un premier temps et 4 globes Morningstar. C'est une notation qui vient justement donc rendre compte de la dimension durable du fonds avec donc un niveau de risque de 5 sur 7. Et ce qui est intéressant dans la fiche valeur, c'est que vous allez pouvoir voir en fait justement le top 10 du portefeuille et vous allez également avoir la possibilité de voir justement pour les zones un peu diversifiées, donc la répartition géographique, la répartition sectorielle et la performance. Alors Jérémy l'a dit, donc ce n'est pas parce que c'est un fonds dimension durable que pour autant justement c'est pas un fonds performant. On voit que sur une année glissante, on est sur 26,51% de performance sur un an glissant, ce qui est quand même remarquable. Et peut-être un commentaire sur ici la composition du portefeuille, Jérémy. Alors, comme je vous le disais, en fait, la particularité de ces indices faible tracking error, alors je voyais, Imen, faudra qu'on le signale à votre fournisseur de données. Ce fonds-là, comme il intègre une approche ESG très limitée, il n'a pas le label. En fait, en tous les cas, il a perdu le label parce que l'évolution du label ISR a évolué. Donc, je préfère le dire pour éviter tout malentendu. La gamme World SRI PAB a le label, mais cette gamme Minimum Tracking Error n'a pas le label, la méthodologie ayant évolué du label. Et donc, comme je vous le disais, l'intérêt de ces ETF, c'est de limiter la déviation avec une composition d'univers qui est assez similaire à l'indice non ESG. Et donc, vous voyez que le fonds indiciel étant ESG, la composition est assez proche de l'indice non ESG, à savoir, on va retrouver du Apple, du Nvidia, du Microsoft, du Amazon, etc. Donc, on va retrouver notamment les 7 magnifiques dans cet indice ESG. Alors André nous dit, oui, mais le portefeuille semble quand même très tech, donc et numérique, donc carboné. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Alors,
c'est un très bon point. Là, l'objectif ici, alors, il y a un objectif de décarbonation sur cet indice minimum tracking error de 20%. Mais en réalité, pour chercher à décarboner et pour accompagner cette décarbonation de l'industrie, de l'économie, il faut investir, ou en tout cas soutenir d'un point de vue investissement pour s'engager derrière auprès de ces sociétés-là, vers les sociétés qui émettent des émissions de carbone. Puisque aujourd'hui, si je m'investis uniquement sur des sociétés qui n'émettent que très peu de carbone, je n'aurai pas d'impact assez fort pour aller vers cette transition climatique et transition énergétique. Donc c'est pour ça qu'on retrouve effectivement des sociétés émettrices de carbone, mais elles sont là, encore une fois, parce qu'elles répondent au cahier des charges et elles ne sont pas exclues par les filtres imposés par la réglementation ESG et par les approches SFDR 8. Elles sont là parce qu'elles ont un bon score ESG global et elles ont cette pondération parce que le portefeuille a pour objectif d'être décarboné par rapport à un indice non ESG, et c'est le cas. Après, si on cherche un support d'investissement qui a vraiment l'ambition de fortement décarboner, il y aura effectivement d'autres supports. Et ça me fait une bonne transition avec justement la suite de la présentation, puisque au-delà des 8 zones géographiques qui sont couvertes, on est également sur 7 thématiques, encore une fois structurantes, qui sont adressées. Donc on a l'économie circulaire, la blue economy, on a la medtech, la biodiversité, le low carbone, l'hydrogène et l'immobilier. L'immobilier notamment vert. Donc un mot déjà sur ces thématiques. Alors là aussi, chez BNP Paribas Asset Management, on a un ADN fort pour l'investissement thématique, parce qu'on a la conviction que c'est un bon moyen de contribuer, comme je disais tout à l'heure, à des enjeux spécifiques. Et donc, on a une large gamme de produits. La plupart ont une approche monde, sauf l'ETF sur la biodiversité, qui couvre un univers eurozone et donc qui est éligible au PEA. Et donc, pour vous donner un peu d'éléments sur toutes ces thématiques-là, et pour vous permettre de mieux comprendre et mieux appréhender ces produits-là, typiquement le numéro 9, économie circulaire, son objectif, c'est d'investir sur un ensemble de sociétés couvrant tout type de secteurs, mais qui ont une ambition de favoriser l'économie circulaire, à savoir les sociétés qui vont produire moins, consommer mieux, utiliser moins d'électricité, recycler, ce genre de choses. En fait, donc on va retrouver des sociétés dans le secteur du textile, de l'industrie, de l'automobile. Et quelles vont être les sociétés les mieux disantes par rapport à cette approche au niveau économie circulaire? Donc, quelles sont les sociétés qui font le plus d'efforts pour, encore une fois, produire mieux, consommer moins, etc. Le numéro 10, c'est un ETF sur la Blue Economy, donc l'économie des océans. Donc là, c'est un peu plus spécifique, puisqu'on va cibler des secteurs, d'accord, donc par exemple le transport maritime, le secteur hôtelier, qui vont chercher, donc des sociétés qui vont chercher à protéger les océans. Ça, c'est un point très fort et très important. On va privilégier les sociétés qui ont pour ambition de protéger, d'avoir un business model qui a pour objectif de protéger les océans. La medtech, on va retrouver beaucoup de sociétés plutôt dans le secteur de la biotechnologie, donc c'est tout ce qui est technologie médicale, donc toutes les sociétés liées à ce secteur autour de la technologie médicale. La biodiversité, comme je le disais, ici, on va retrouver non pas des sociétés qui ont un business model fait pour protéger la biodiversité, mais on va privilégier les sociétés qui ont l'impact le moins négatif sur la biodiversité. Donc, pareil, on va retrouver plusieurs secteurs et quelles vont être les sociétés les mieux disantes qui vont avoir l'impact le moins négatif, le moins néfaste pour la biodiversité. Donc, quelles sont les sociétés qui vont émettre le moins d'émissions de carbone? Quelles sont les sociétés qui vont utiliser le moins de terre, qui vont être qui vont mieux préserver les océans également? Donc, tout ça, c'est des sociétés qu'on va retrouver, mais encore une fois, au niveau de la zone euro, on va retrouver plusieurs secteurs. Le low carbone,
là, on va privilégier plutôt les sociétés qui ont un objectif qui ont un meilleur score carbone. Donc, ça veut dire qu'ils émettent le moins d'émissions, le moins de carbone potentiellement. Hydrogène, comme son nom l'indique, c'est plutôt des sociétés qui ont un business model tourné autour de l'hydrogène. Et enfin, l'immobilier coté, comme le disait Imen, c'est sur l'immobilier coté au niveau international avec une approche ESG, c'est-à-dire qu'on va privilégier les sociétés qui développent des bureaux, des immeubles ou des commerces répondant à des approches ESG notamment. Donc, à faible consommation qui vont par exemple, excuse-moi Imen, dans la construction d'un immeuble, quel type de technique qu'on va utiliser? Est-ce qu'on va essayer de préserver l'environnement? Est-ce qu'on va utiliser des matériaux? Il y a beaucoup de grosses sociétés foncières cotées qui construisent des immeubles à base de bois, par exemple. Donc, il y a du béton, mais on essaie d'utiliser évidemment du bois. Voilà, ce genre de choses. Non, ce que je voulais dire, c'est que pour illustrer à quel point la prise en compte de la dimension durable peut rimer avec performance et qualité, je vais cliquer sur ce fonds indiciel-là, donc sur le low carbone. On se rend compte, là aussi, que les métriques sont excellentes. C'est un fonds qui est noté 5 étoiles Morningstar, qui a 5 globes Morningstar. Il a le label, du coup, Jérémy, celui-là? Oui, aujourd'hui, il a le label. Il a le label. Oui, donc voilà. Donc, il y a le label Morningstar qui a un niveau de risque moyen de 4 sur 7. Donc, voilà. Et donc, voilà, on va regarder dans un instant la composition donc, du top 10. Mais vous voyez justement un certain nombre d'autres informations sur ce fonds-là concernant la répartition géographique ou encore concernant la répartition sectorielle. La performance qui est donc au rendez-vous puisqu'elle est de 20,26% depuis donc sur un an glissant. Et ensuite un certain nombre d'autres informations sur justement donc la composition du produit sur le plan de la dimension durable. Un mot là-dessus concernant justement le top 10 de ce fonds-là? Alors, vous le voyez, ce portefeuille a une surexposition à Inditex et Nvidia, mais c'est expliqué par leur scoring ESG, leur score carbone, mais aussi par l'approche PAB, donc d'objectifs de réduction des émissions de carbone. Ça explique notamment les très bonnes performances du fonds. J'attire votre attention, si on rentre spécifiquement sur ces produits-là, en détail dans ces produits-là, l'objectif c'est pas du tout de vous dire que c'est le bon moment d'investir sur ces produits-là. Vous devez vous faire votre propre avis. Donc ici, c'est pas un conseil, une recommandation d'investissement. C'est vraiment pour vous pouvez avoir des exemples pour vous aider à mieux comprendre et mieux appréhender les supports. Et surtout, encore une fois, pour vous montrer que si vous regardez l'ETF équivalent, vous allez retrouver exactement les mêmes pondérations, les mêmes poids. Donc, le message in fine, c'est de dire ETF fonds indiciel, c'est la même chose. Simplement, c'est la cotation qui change, mais ça vous permet, le fonds indiciel, de faire des versements programmés. Donc là, le fonds est globalement très US, comme on est sur une approche world, et avec des compositions qui sont diversifiées d'un point de vue sectoriel notamment. On a, pour la petite histoire, mais on n'a pas encore rentré dans l'univers, la même exposition sur le marché européen, par exemple. Et donc voilà. Donc du coup, voilà, on voulait vous faire justement donc cette présentation de ces différents produits. Si on continue un peu justement donc le dossier qui vous est mis sur la home page encore une fois, vous avez en fait ensuite donc une description de chacun de ces fonds indiciels, donc dans quoi ils investissent, avec éventuellement des informations sur la date de lancement ou encore sur l'indice de référence. Chaque fois, vous avez cette possibilité de cliquer pour atterrir justement sur la fiche valeur et voir les plus amples informations, pour vous forger justement donc une opinion sur le produit en question. Un peu plus loin, on a justement donc ici, voilà, donc tous les fonds qui sont présentés, on a des informations sur les frais. Et justement, donc chose intéressante pour vous, nos chers clients, c'est que en fait il n'y a pas de droit d'entrée distributeur, ni de droit de sortie distributeur. Un mot sur les frais, peut-être, Jérémy.
Alors, ce sont des frais, des frais de gestion correspondant à l'acquisition des fonds au PCVM, donc des frais des fonds indiciels. Et donc voilà, et donc rien de particulier. À noter encore une fois que l'approche de ces fonds indiciels va vous permettre de bien investir de façon régulière, et c'est vraiment le point important. Une question, André, qui nous dit combien de fonds indiciels à l'intérieur justement donc de ce dossier, donc à l'intérieur de ces 15 fonds, sont éligibles au PEA du coup? Alors, si je reprends la liste, c'est uniquement les expositions qui sont sur la zone euro, donc biodiversité, et le EMU, Minimum Tracking Error. Donc c'est le numéro. Ah non, la Europe, on n'a pas le EMU, donc c'est uniquement le TF biodiversité, donc le numéro 12. Vous avez un peu plus loin dans le dossier également les modalités, voilà, donc une partie modalité de souscription où vous avez cette possibilité également donc de cliquer et de regarder la fiche valeur correspondante de manière encore une fois justement donc à avoir plus d'informations sur le sujet. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est une démonstration du coup de comment faire un versement programmé sur EasyBourse. Et donc, c'est assez simple. Donc, ici, en fait, je suis dans mon espace client. Donc, vous voyez ici que je suis connectée. Et dans mon espace client, il y a mes opérations, prélèvement, investissement. Et c'est ici, dans investissement programmé, que vous avez cette possibilité justement donc de tout simplement actionner, activer un versement sur un fonds. Et en fait, vous avez ajouté un fonds ici. Quand vous ajoutez un fonds ici, en fait, l'idée, c'est de mettre le code EASIN correspondant. Donc, en fait, c'est assez simple. Par exemple, si je prends effectivement celui-ci, et que donc je fais copier-coller. Voilà, je prends le code EASIN qui est ici, je fais copier-coller, je montre comme ça, je fais rechercher, et là, regardez, vous voyez en fait qu'il y a un fonds qui apparaît. Donc, c'est justement donc le deuxième fonds en question. Vous ajoutez, et c'est tout simple. Vous avez justement ce fonds qui apparaît en fait dans votre liste. Donc ici, vous mettez votre montant. Donc moi, je veux 50 €. Donc là, vous avez la périodicité. Donc soit mensuelle, soit trimestrielle, soit annuelle. La date d'anniversaire. Donc quand est-ce que vous voulez justement que ce versement programmé commence. La date de fin, le cas échéant. Donc quand est-ce que vous voulez que ça se termine. Et donc ici, j'ai ajouté le fonds États-Unis. Et donc, vous voyez qu'à côté justement du fonds États-Unis, vous avez deux mentions. Vous avez soit suspendre votre versement programmé, soit modifier votre versement programmé. Et quand vous le modifiez, vous avez cette possibilité justement donc de soit modifier la périodicité, soit de modifier en fait la date de fin, le cas échéant, ou encore le montant que vous voulez justement mettre. Bruno me demande finalement, est-ce que justement donc les versements programmés peuvent se faire à partir d'un compte en banque? La réponse est oui. C'est là, c'est ici. Donc, lorsque vous avez votre compte en banque qui est rattaché, vous pouvez signer justement donc un mandat en fait qui vous permet en fait justement donc d'effectuer des prélèvements en fait qui vont alimenter votre investissement programmé. Donc en fait, il va soit puiser dans votre compte espèce, soit il va puiser justement sur votre compte en banque, cher Bruno. À partir d'un mandat que vous allez éventuellement télécharger et signer et nous renvoyer au service client, donc @easybourse.com. Pour un même indice, y a-t-il une différence de performance entre un fonds ESG et un fonds non ESG équivalent? Alors, tout à fait. Il peut y avoir des écarts de performance qui peuvent être positifs ou négatifs en fonction de la constitution finale du portefeuille. Donc, en général, typiquement, les indices SRI PAB avaient surperformé les indices non ESG avant la guerre en Ukraine. Ils ont ensuite sous-performé parce que ce qui était privilégié, c'est des secteurs qui sont justement exclus de ces types d'indices, donc le secteur de l'armement, le secteur de la défense, le secteur de l'énergie. À l'inverse, ces indices minimum tracking error ont, comme je le disais, des déviations de performance beaucoup plus faibles et donc ont des performances beaucoup plus proches
Donc, encore une fois, l'enjeu, c'est évidemment le sujet de performance. Ça va dépendre des périodes et ça va dépendre aussi de ce sur quoi vous aimeriez investir ou pas. Est-ce qu'il y a des secteurs que vous voulez voir exclus de vos investissements ou pas? Donc, le bon moyen de le voir et de comparer, c'est effectivement des performances en fonction de différentes périodes. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Sinon, on va remercier Jérémy, lui laisser le mot de la fin. Avec grand plaisir. Bah écoutez, non, je suis ravi de cette collaboration avec Easy Bourse. C'est un sujet majeur de pouvoir mettre en place des versements programmés dans sur son bancaire. Tout le monde parle d'ETF et effectivement comme un produit qui se développe et se démocratise beaucoup. Mais tout le monde parle aussi de la nécessité de faire des versements programmés. Et donc aujourd'hui, vous avez le meilleur des deux mondes, l'approche indicielle pour traquer des indices et la possibilité de mettre en place des versements programmés sur votre titre, votre PE. Entendu. Je vous remercie énormément. Voilà, je remercie bien entendu Jérémy surtout. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir. Merci, au revoir.